La décroissance, il faut être clair, c'est un slogan, ce n'est pas un concept, et donc ce n'est pas quelque chose de symétrique de la croissance. La croissance, on a fait des théories de la croissance, il n'y a pas de théorie de la décroissance. La décroissance, c'est un slogan qui est fait pour casser en quelque sorte la langue de bois dominante de l'idéologie de la croissance. Si on voulait être rigoureux, il faudrait parler d'accroissance, comme on parle d'athéisme. Et d'ailleurs, c'est très précisément d'une religion qu'il s'agit. La croissance est une véritable croyance, et donne lieu à un véritable culte avec ses rituels consuméristes. Donc, parler de décroissance, c'est vouloir dire, bon, une croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini. Tous les problèmes que nous connaissons, écologiques, sociaux, culturels, etc., sont engendrés par la croissance. Donc il faut sortir de cette mécanique un peu infernale. Et donc le mot décroissance a un côté provocateur. Concrètement, une société de décroissance reposerait d'abord sur un changement d'imaginaire, un changement de valeur. Donc, la société de croissance repose sur un certain nombre de croyances, la croyance que l'homme doit toujours dominer la nature, qu'on doit toujours produire pour consommer plus et produire plus, etc. Qu'on doit travailler toujours plus pour produire plus, pour consommer plus, pour gagner plus. Bon, il y a tout un changement de valeur nécessaire, de mentalité, qui doit amener d'autres objectifs, donc une réévaluation des aspects non quantitatifs, non marchands de la vie humaine, qui a découvrir d'autres formes de richesse que la richesse économique, que la richesse marchande, en particulier la richesse relationnelle, découvrir que les rapports plus riches au sein de la famille, avec ses amis, avec les autres, de vivre mieux en société, c'est beaucoup plus important que de consommer plus de gadgets. Restructurer évidemment l'appareil productif en fonction de d'autres formes de production, puisque ce qui est essentiel pour la survie de la planète, c'est de réduire ce que les spécialistes appellent l'empreinte écologique. L'une des mesures préconisées par la décroissance, dont je n'ai pas encore parlé, dans la construction de la décroissance, c'est la relocalisation. Alors la relocalisation des activités économiques, parce qu'il nous semble totalement déraisonnable que le petit yaourt à la fraise que l'on trouve sur les gondoles de supermarchés incorpore 9000 km de transport, alors qu'une génération ou deux avant nous, un yaourt meilleur et plus sain, d'ailleurs, était fait avec le lait d'une ferme voisine et les fraises du jardin, et dans un pot recyclable. Et je prends cet exemple du yaourt parce qu'il a fait l'objet d'une thèse, il a été étudié, mais tous les objets que nous consommons à l'heure actuelle incorporent de plus en plus de kilomètres. Il y a quelques années, un calcul avait été fait pour l'économie américaine, la moyenne était de 5000 kilomètres. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec l'ouverture au textile chinois, la moyenne doit dépasser les 6000 ou 7000 kilomètres. Tout ce que nous consommons, tout ce que nous portons incorpore des milliers de kilomètres. Or, précisément, si nous voulons limiter le dérèglement climatique, qui est à l'heure actuelle l'une des menaces les plus sérieuses et identifiables sur la planète, c'est loin d'être la seule. Il y a les pollutions chimiques, etc., bactériologiques, tout. Mais enfin, celle-là, elle est en tout cas perceptible, mesurable assez largement. Eh bien, il nous faudrait remettre en question donc cette logique de déterritorialisation, de délocalisation et relocaliser fondamentalement. Alors, la relocalisation de l'économie passe aussi par la relocalisation de la vie, tout simplement. Il s'agit de relocaliser aussi la maîtrise des gens sur leur vie quotidienne, donc de relocaliser la culture, de redonner sens au lieu, au lieu d'avoir en quelque sorte déboussolé littéralement les gens, parce que nous vivons malgré tout, et nous sommes condamnés à vivre là où nous posons les deux pieds.
Mais en même temps, nous avons la tête ailleurs, c'est-à-dire que quand nous sommes à la mer, nous rêvons de la montagne, lorsqu'on est à la montagne, on rêve de la mer, lorsqu'on est à Paris, on rêve de New York, lorsqu'on est à New York, on rêve de Paris, donc on est bien nulle part. Donc la relocalisation, c'est réinventer une véritable vie territorialisée. Avant tout, prenons conscience du risque qui nous menace, car nous pourrions aisément nous laisser aller à la solution de facilité qui consiste à attendre que le système explose de lui-même, ce qui manifestement va arriver ou est en train d'arriver. Lorsque les États seront eux-mêmes en faillite, il est fort probable que la finance internationale propose un nouveau système monétaire fondé sur une unité de compte mondiale gérée par une superbanque centrale planétaire. L'idée peut sembler séduisante et de fait, elle pourra séduire beaucoup tant la situation désespérée dans laquelle ils se trouveront, lui donnera allure de bouée de sauvetage miraculeuse. Une monnaie mondiale serait certainement une bonne solution, mais à la seule condition qu'elle soit gérée par un organisme véritablement démocratique. Or, à ce jour, le seul organisme international qui pourrait prétendre à cette mission est l'Organisation des Nations Unies, dont le fonctionnement est loin d'être démocratique. Ne nous leurrons pas. La démocratie n'est pour le moment qu'une belle idée que le commun des mortels ne s'est pas encore incarnée. Il est donc probable qu'une superbanque comme le FMI, la Banque mondiale ou la Banque des règlements internationaux soit mandatée sur la même logique qu'actuellement, car dans les mêmes mains. La dictature financière pourra alors s'imposer sans entrave et dans toute sa brutalité à l'ensemble des peuples résignés, car encore assommés par le choc de la crise qu'ils auront subi de plein fouet. C'est dire combien la situation requiert toute notre vigilance et conscients de cela, nous pouvons maintenant agir à 3 niveaux. Au niveau politique, exerçons une pression constante sur nos élus et candidats pour obtenir la reprise légitime du pouvoir de création monétaire par les nations et parallèlement le total retrait de ce même pouvoir aux banques en abolissant les principes de double monnaie et de réserve fractionnaire. Cela revient à n'avoir plus qu'une seule monnaie émise par un organisme public sous mandat et contrôle démocratique. Oh, n'en doutez pas, vous vous heurterez certainement à un mur, car la classe politique en place actuellement est acquise à l'idéologie économico-financière qui se traduit par la logique que nous avons décrite. Sans son adhésion, les lois et traités qui définissent les règles du jeu qui s'imposent à nous n'auraient été ni écrits ni votés. Elle vous opposera donc la force de ces lois et traités ou tâchera de vous confondre dans un jargon technico-politique. Ne vous laissez pas impressionner et revenez incessamment sur l'illégitimité de ces lois et traités qui dépouillent les peuples de leur souveraineté et trahissent la vraie nature de la monnaie. Avez-vous entendu parler des monnaies complémentaires locales? Sachez qu'il se développe depuis le début du siècle un mouvement citoyen mondial, celui des monnaies complémentaires. De quoi s'agit-il? D'unités de compte locales, en plus de la monnaie nationale, émises et gérées par des groupes de citoyens réunis au sein de réseaux et dont les règles du jeu sont définies par eux-mêmes. À titre d'exemple, voici 2 expériences, celle du Crédito en Argentine, qui permit aux Argentins de faire face à la crise de 2001, et l'autre, le Ithaca Hour, qui circule dans la petite ville d'Ithaca, dans l'État de New York aux États-Unis, et qui répond, elle, à une intention éthique. No es dinero, se llama crédito, es un papelito, ¿sí? Y ese papelito te sirve para comprar lo que uno desee comprar, así sea ropa, alimento. Dos créditos, mi amor, muchas gracias. La gente se vuelca acá, en principio vende sus cosas usadas, su ropa, su calzado,
otra gente que vende artículos como licuadoras o videograbadoras o televisores, lo que tengan. Comienzan así, lo cambian por alimento. Muy bien, gracias. ¿Tenés bolsita? Sí, me parece. Bueno. La economía en Argentina está quebrada y esto es una economía paralela. Nos manejamos con nuestros créditos porque no tenemos los pesos, no hay peso en Argentina. Entonces este es nuestro peso, nuestro trabajo. Nous avons tout simplement généré un nouvel outil d'échange. Vous pouvez l'appeler monnaie si vous voulez, mais ce n'était pas notre intention. Nous utilisons simplement une représentation de la valeur du travail de chacun. Ah, no. 7. Gracias. C'est ce que nous avons toujours fait. Quand j'avais un travail payé avec de l'argent et qu'avec cet argent j'achetais du pain à la boulangerie, je faisais du troc. Je troquais mon travail pour du pain. Et j'utilisais l'argent comme outil. Aujourd'hui, je fais exactement la même chose. Je travaille et en échange, on me donne un ticket qui équivaut à la valeur de ce travail. Et avec ce ticket, je vais dans une foire de troc et j'achète du pain. J'échange donc mon travail contre du pain. La seule chose qui a changé est l'outil. Auparavant, nous avions le peso. Quand il a disparu de la circulation, nous nous sommes demandé que pourrions-nous faire. Et nous avons inventé une nouvelle monnaie. Nous nous sommes dit tout simplement, croyez-vous que ce crédit a une valeur? Oui. Vous avez confiance en ce que je vous offre? Vous me croyez quand je vous dis combien il vaut? Oui. Alors vous l'acceptez.